Bonjour à tous et bienvenue dans Espace Club en ce jeudi 14 mai, une semaine riche avec le championnat de France de Ligue 1. Il y a eu bien entendu cette journée, cette 35e journée mardi soir et mercredi hier avec ce fameux mano à mano entre l'Olympique de Marseille et les Girondins de Bordeaux. Nous parlerons également de Saint-Étienne qui va mieux et qui a condamné, c'est le premier verdict, Le Havre à la Ligue 2 la saison prochaine. Mais, cet Espace Club sera aussi littéraire avec un livre, L'appel du champion. Eric Blondel est notre invité. Eric, bonjour. Bonjour. Alors Eric, champion du monde de kickboxing, passionné de football, on va avoir l'occasion d'en parler dans cette émission. Proche collaborateur également du président Bernard Caillazo de Saint-Étienne. Le football, c'est une vie entière pour vous? C'est une passion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, évidemment, comme je vis du foot, j'ai joué au football étant jeune. Malheureusement, j'avais peut-être sûrement pas les qualités pour devenir un footballeur professionnel. Mais bon, aujourd'hui, je travaille dans le foot depuis quelques années et j'en suis très heureux. Alors, on va découvrir une nouvelle fois la une de la couverture de votre livre, L'appel du champion. L'appel du champion, avec ce gant pointé, c'est une sorte de révolte aussi, quelque part Non, c'est un peu le dernier combat, quoi. Le dernier combat où c'est que je voudrais sensibiliser les pouvoirs publics, les politiques, pour qu'enfin, une bonne fois pour toutes, ils fassent quelque chose pour les sportifs de haut niveau, en fin de carrière, qui n'ont pas eu la reconversion. Un petit peu la chance que moi j'ai eue après la boxe d'être parachuté dans le football. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sportifs de haut niveau après leur carrière qui sont abandonnés, qui sont un peu délaissés, qu'on a applaudi, qu'on a aimé, puis tout d'un coup, on n'entend plus parler, puis il y en a malheureusement qui finissent pas bien. Sincèrement, je voudrais bien sensibiliser un petit peu Madame Bachelot et Monsieur Laporte pour qu'on fasse quelque chose après la carrière des sportifs. Alors justement, c'est aussi une chose qui se prépare pour un sportif, quel qu'il soit, dans le tennis, dans l'athlétisme, dans le football, dans le basket, partout. C'est quelque chose aussi qui doit se préparer étant jeune, dès lors où on sent que le gamin commence à avoir des bases solides pour le sport. Oui, mais enfin, vous savez, le problème, tout dépend du sport que vous avez fait. Si vous venez de la boxe ou du kickboxing, malheureusement, les après-carrières, c'est un peu difficile parce qu'on n'a pas fait l'écart financier. Quand vous êtes dans le foot ou dans le golf ou dans l'automobile ou dans le tennis, on va beaucoup plus parler d'un centième joueur de tennis qu'un champion du monde de kickboxing parce que c'est beaucoup plus médiatisé, il y a beaucoup plus de médias dessus, il y a beaucoup plus d'argent. Mais le fait est, comment dire, quand vous avez une carrière bien chargée, vous avez pu mettre un peu d'argent de côté, c'est quand même beaucoup plus facile que pour nous. Ouais. Rien à voir. Alors Eric, justement, quand on se plonge dans votre livre, on découvre cette enfance choyée quelque part parce que vous aviez un cocon familial important et ça Oui. c'était une base véritable pour l'avenir. C'est-à-dire que oui, chez moi, on a été très aimés. Avec ma sœur, on a eu la chance d'avoir des parents formidables. Malheureusement, la vie est faite ainsi. J'ai perdu mon père, j'avais 16 ans. Mais bon, on a manqué de rien, même si c'est vrai, c'était difficile, comment dirais-je, financièrement. Alors votre père tient un rôle important dans votre vie, même il est parti trop tôt. Vous étiez ado. Ce père avec qui vous avez fait beaucoup de sport et notamment du vélo, parce qu'on apprend que vous avez été un grand passionné de vélo Oui. et vous en avez fait pendant de longues années. Ce qui est incroyable, c'est que pour le livre L'appel du champion, j'ai eu la chance de rencontrer Bernard Hinault, qui parraine le livre et qui a voulu participer, comment dirais-je, à la reconversion des sportifs de haut niveau. Et quand je pense que j'étais en admiration sur ce grand champion, moi j'étais gamin, j'ai fait du vélo pendant 5 ans, mais en toute honnêteté, j'étais pas fait pour ça. J'étais j'étais plus dans les derniers que dans les premiers, j'étais pas du tout fait pour faire du vélo. J'étais passionné, c'est vrai que j'aurais peut-être à un moment souhaité, mon père l'était aussi, peut-être aussi beaucoup à travers mon père, j'ai voulu peut-être, lui aussi aurait voulu être un grand champion de vélo, alors peut-être que j'ai voulu mettre un peu l'accent sur ça en voulant me faire beaucoup de vélo à l'époque, mais honnêtement, j'étais pas fait pour ça, mais pas du tout. Alors le jour où votre père est décédé, là vous rangez définitivement le vélo. Oui, parce que Se retrouver comment dirais-je? seul, c'était quelque chose de vraiment une complicité, hein, là. Oui, et puis les entraînements, comment dirais-je, il était avec moi, les courses, il se déplaçait avec moi, il y avait ma mère aussi qui venait, tout ça. Bon, c'était un petit peu, comment dire, un déplacement. J'avais la famille autour de moi, donc c'était une atmosphère extraordinaire. Et puis du jour au lendemain, enfin du jour au lendemain, papa était malade, mais du jour au lendemain, je perds mon père. C'est vrai que j'avais l'impression que, enfin, je me suis dit que
Bon, j'ai plus mon père, je crois que le vélo veut plus de moi. Parce que, étant donné que, comment dire, on était constamment ensemble et il a tout fait pour que. Enfin, tout essayé pour que je devienne un grand coureur cycliste, que ça n'a pas été le cas, bien sûr. Donc, voilà, c'est sûr qu'après, j'avais plus du tout envie de faire de la compétition cycliste. Mais le vélo vous a endurci, c'est ce que vous avez C'est dit. dur le vélo. Le vélo, c'est très très dur. Les préparations d'hiver, les courses, le vélo, c'est très très difficile. Oui, ça m'a endurci. Oui. Alors, votre Ouais. carrière de sportif et de jeune sportif a démarré à la CBB, à Boulogne-Billancourt, Oui, que ce soit le vélo, que ce soit aussi le football, parce que vous avez joué au football. oui, oui, j'ai joué au ballon. J'ai joué au ballon avant le vélo. Ce qui est marrant d'ailleurs. J'avais un petit truc. J'avais un petit truc. Je sais que on est dans une chaîne de foot, donc ça va peut-être en faire rire quelques-uns. Mais j'avais un petit truc. Mais bon, le vélo, je l'avais pas du tout. Voilà, mais c'est bon, c'est comme ça. C'est les circonstances de la vie qui font que des fois, bon, on prend un certain itinéraire qui n'est pas le bon. Voilà, le vélo n'était pas le bon pour moi. Alors, cette adolescence sans père, il y a eu un moment difficile pour vous, où ça aurait pu basculer du mauvais côté. Bien sûr. Mais il y a des gens qui vous ont pris en charge et qui Oui, vous oui. ont amené jusqu'à la boxe, jusqu'au kickboxing, quelque part. Oui, j'avais un ami, enfin j'ai un ami toujours, qui s'appelle Christian, et qui lui pratiquait déjà les sports de combat, la boxe pied-point. J'avais du mal à l'école à être canalisé, quand je me battais souvent, j'étais viré d'un peu partout, c'était difficile, je supportais pas grand-chose. Donc peut-être aussi au décès de mon père, donc je me suis un petit peu égaré. Et puis cet ami m'a présenté, comment dirais chez Jacques Mérès, chez France Muay Thai, chez Poupatnoy aussi, donc qui était champion du monde à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai commencé la boxe pied-point. Alors, il y a eu la boxe, il y a eu cette évolution où vous passez du monde de l'école au monde professionnel, avec le petit passage en menuiserie, où ça s'est pas tout à fait bien terminé. Non, ça s'est pas bien terminé, parce que, comment dire, arrivé à un moment, deux choses l'une. Vous êtes là pour apprendre un métier, et on fait tout pour vous apprendre ce métier. Comment dire, on fait tout pour vous dégoûter, donc arrivé à un moment, quand vous avez 17 ans, vous avez besoin d'apprendre des choses, qu'on vous mette en confiance, comment dire, qu'on fasse tout pour que vous soyez bien. Mais je suis tombé sur des gens qui n'étaient pas du tout, comment dirais-je, pédagogues, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Alors derrière, vos amis proches, et notamment Christian, vous emmènent jusqu'à la sécurité, hein, vous rencontrez du monde, Oui, oui, vous rentrez dans le monde de la sécurité, petit boulot ça et là, le monde de la nuit, la discothèque, oui, vous rencontrez beaucoup de gens, oui, notamment Régine. oui. C'était un virage important aussi, ça, dans votre vie. Ça a été un virage important. Oui, je suis resté quelques mois avec Régine. J'ai rencontré beaucoup de monde. Parce que c'est une personne qui est. Beaucoup de monde, bah, après ça va très vite, hein. James Brown, Jack Lang, Oui, notamment où vous avez fait de la protection oui, rapprochée. oui, oui. Tout ça aussi, ça fait évoluer quand on Bah, a connu des galères ou pas? et c'est-à-dire que déjà, je me suis mis à boxer déjà. Je commençais à boxer chez les amateurs et j'en vivais pas. Donc à côté, il faut bien manger. Donc c'est vrai que la sécurité me permettait comment dire, de pouvoir m'entraîner la journée, tandis que moi je faisais les portes la nuit. Et quand le fait est que j'avais une protection rapprochée, j'ai réussi à me faire remplacer sur certaines discothèques pour pouvoir faire mes protections rapprochées, ce qui me donnait le temps, moi, la journée, pour pouvoir m'entraîner. Moi, je pouvais aller courir une demi-heure ou trois quarts d'heure le matin, ou aller en musculation l'après-midi, ou le soir aller mettre les gants. Ça me permettait de m'organiser. C'est comme ça que, crescendo, quoi, je suis arrivé petit à petit. Ouais, et puis rencontrer du monde, se forger un mental, hein, de salles d'entraînement en petit boulot, de petits boulots en salle d'entraînement, de Oui. boîte de nuit au titre de champion du monde de kickboxing. On Oui. essaye de faire des raccourcis. Il y a cette entrée dans le football, on va dire ce retour dans le football, parce que c'est une passion depuis votre plus jeune âge. Vous alliez au Parc des Princes avec votre père, Oui, oui, gamin, oui. devant Oui, oui. 2000, 3000 spectateurs. Oui, oui. Et se retrouver comme ça engagé au PSG, je pense que ça a dû être un bonheur immense. Oui, j'ai vu la montée du Paris Saint-Germain en première division, avec, comment dirais-je, tous ces grands. J'ai connu l'équipe de Pantelic, j'ai connu Jacquinovi, j'ai connu Pilorget, Justier, Laposte. J'ai connu tous ces grands joueurs. Pilorget, arrivé à un moment, quand vous avez la chance de vivre, comment dirais-je, d'une passion, même si vous n'êtes pas en haut de la scène, vous voyez ce que je veux dire, même si vous êtes en retrait, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est que du bonheur. Quand je travaillais au Paris Saint-Germain, c'est vrai que souvent je me disais, mais putain, tu travailles au Paris Saint-Germain. Ça peut paraître comme ça un petit peu, mais c'est un vrai rêve de gosse, en Ouais. quelque sorte. Et puis, bon, il y a eu beaucoup de rencontres dans votre vie, et notamment une au PSG, Luis Fernandez. Oui, Alors ça, bien sûr. Luis, c'est le grand frère, c'est Et c'est le frère que j'ai pas eu.
C'est le frère que j'ai pas eu, tout simplement. C'est vrai que Louis, on a une amitié qui est très proche. On a travaillé pas mal d'années ensemble, parce que bon, évidemment, au Paris Saint-Germain, on a travaillé quelques années ensemble. Après, il y a eu le Red Star, après, il y a eu le Qatar, après, il y a eu le Betar Jérusalem, il y a eu la Escan. On a fait pas mal de clubs ensemble, oui. C'est quelqu'un d'extraordinaire, qui j'ai un profond respect, et, comment dire, qui m'a donné l'opportunité d'évoluer dans ce métier. Donc, à partir de là, bon, comme je dis toujours, il faut avoir la reconnaissance du ventre. Ouais. Hormis l'ami, je veux dire, il y a le respect d'abord. Et puis, tout le monde ne peut pas en dire autant. Vous avez quand même descendu les Champs-Élysées en voiture avec Michel Denisot, la Coupe des Coupes et Luis Fernandez. Oui, oui. Oui, le fait est, oui, ça peut paraître invraisemblable, oui, oui. Le fait est, c'était une journée extraordinaire avec, comment dire, invité à la mairie de Paris, invité à l'Élysée, présentation, Jacques Chirac, hein, présentation de Jacques Chirac ou Bernard qui Lama. fondait la boxe française et le kickboxing. Exactement, Hein, qui gentiment m'avait demandé la différence entre les deux, qui m'avait souhaité bonne chance par la suite. C'est des moments qu'on ne peut pas oublier. oui, alors de ce côté responsable de la Sécu du PSG, vous êtes devenu aussi préparateur physique. Oui. Et ça, c'est vachement important pour vous dans votre carrière, de se retrouver comme ça, préparateur physique, vu que de toute façon, vous avez fait du sport de haut niveau, mais côtoyer des footballeurs. Eh oui, c'est-à-dire que quand j'avais un combat ou quand je me déplaçais pour faire une compétition, comme il s'était passé quand même au Paris Saint-Germain un lien avec les joueurs du PSG, ils se déplaçaient pour venir me voir boxer. Je boxais un championnat du monde à Bordeaux, ils se sont déplacés. Il y avait Valdo, il y avait Francis Lasser, il y avait Nouma. Il y avait beaucoup de joueurs du PSG qui sont venus me voir à l'époque. Sur d'autres combats aussi, Jérôme Leroy. Bon, automatiquement, les liens se font. Et puis, il y a une espèce de respect entre sportifs. Entre sportifs de haut niveau, il y a un respect qui se met en place. Suite à ça, le fait est que Louis m'a proposé de venir au staff en tant que d'être son assistant et puis de faire la préparation physique. Donc là, j'ai eu la chance de travailler avec Feliciano Di Blasi, qui est un grand préparateur, avec Tiburce Darou, avec Jean-Claude Perrin, c'est des gens avec qui j'ai beaucoup appris. Il y a quand même du monde Oui, sur le panel des préparateurs physiques. Oui, Et puis, du côté du Paris Saint-Germain, il y a un joueur qui vous a beaucoup marqué, c'est Rail. Oui, c'est pas le seul. Hein. Avec un cadeau extraordinaire, Oui, vous oui, n'avez jamais voulu dévoiler et vous ne Non, dévoilerez jamais ce qu'il a fait, mais en tout cas, non, parce que il y a des fois des gens qui sont comme ça, peut-être en admiration, peut-être par rapport à une certaine distance, ou je sais pas, par rapport à ce que je faisais ou ce qui se passait, mais le fait est qu'il n'arrivait pas, quelque part, à comprendre que je puisse travailler au sein du PSG et faire mes compétitions. Il disait, mais c'est pas possible, tu t'entraînes comment? Parce que pour certaines personnes du football, ce qui est un peu normal, d'être professionnel dans un sport, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir en vivre. Mais nous, dans la boxe, surtout dans la boxe pied-point, qui est encore moins médiatique que la boxe anglaise, on a du mal à en vivre. Alors, le fait est qu'un jour, il m'a fait un cadeau extraordinaire pour pouvoir me donner un peu d'oxygène. En tout cas, on va redécouvrir la une de votre livre, L'Appel du champion, avec une préface de Luis Fernandez, livre que vous avez coécrit avec Jean-René Mariani, qui a notamment été parolier pour Michel Polnareff. Votre vœu le plus sincère, une fois que les gens auront bien imprégné ce qui est dans ce livre? Non, mon vœu le plus sincère, c'est vraiment, comment dire, de faire bouger les choses. Il faut vraiment que, comment dirais-je, le ministre des Sports, comment dirais-je, fasse quelque chose pour que les sportifs de haut niveau, après leur carrière, trouvent une reconversion qu'il aurait dû, quoi. Je veux dire, il y a un truc qui doit être mis en place. Je suis pas un politique, donc je sais pas comment on peut faire. Mais le but de l'ouvrage, c'est l'appel du champion, c'est de dire, voilà, on a des sportifs de haut niveau qui nous ont fait rêver, on a des sportifs de haut niveau qu'on a applaudis, tout d'un coup, ils ont 35-36 ans, on n'entend plus parler. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour eux? Est-ce qu'au moins, comment dire, on peut, je ne sais pas sous quelle forme, leur donner un petit peu d'air, au niveau du travail aussi. Il y a plein de mecs qui se retrouvent sur la touche qui n'ont rien. En tout cas, je vous conseille vivement L'Appel du champion, édité chez DIE, en vente dans toutes les bonnes librairies, à la FNAC, partout. Ça y est, c'est parti. Et on croise les doigts pour ce bouquin. Ouais, chez Caroline Arnaud, c'est édité, vraiment. Donc, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt, Eric. Mais vous restez là parce que la deuxième partie d'Espace Club est consacrée au sport, bien entendu, et au football, avec la 35e journée du championnat de France de Ligue 1 et le fameux mano à mano entre l'Olympique de Marseille et les Girondins de Bordeaux. Il y a eu beaucoup de bonnes nouvelles pour des clubs,
une très mauvaise. Le premier verdict de la saison pour le Havre, relégué en Ligue 2 officiellement depuis sa défaite hier soir face à Saint-Etienne qui sort de la zone rouge. Ça, c'est la bonne nouvelle. Victorieux 4-2 du côté de Deschazos. On regarde en détail les résultats de cette 35e journée pour voir qu'il y a eu 4 victoires à l'extérieur et pas des moindres. Des victoires importantes pour Saint-Etienne, pour Paris, pour l'Olympique de Marseille et pour les Girondins de Bordeaux. C'est-à-dire que tous les clubs qui avaient de gros enjeux sont allés s'imposer à l'extérieur. Et puis, on va débuter l'analyse de cette 35e journée par l'Olympique lyonnais, un Olympique lyonnais qui va perdre son titre et perdre son fauteuil de 7 années de succès. Ça, c'est quasi sûr parce que maintenant, on ne voit pas comment il pourrait renverser la tendance. Lyon, c'est quand même la grosse déception de la saison. Oui, c'est la déception. Vu l'investissement. Mais je pense que c'est bien. C'est pas bien pour Lyon, mais c'est bien. Il faut que ça change. C'est bien que ça change parce que ça fait 7 ans. Arrive un moment, je pense que les autres aussi travaillent. Et puis, je pense que ça soit Marseille ou Bordeaux, je pense qu'eux aussi ils méritent d'avoir un titre. Alors Eric, on va revoir l'effet marquant de Lyon qui recevait Nantes. Nantes qui n'est pas bien non plus, la formation d'Eli Boep qui reste sur 2 défaites consécutives avant ce déplacement à Gerland, notamment cette défaite face au Havre à domicile lors de la précédente journée. Et l'OL qui va marquer rapidement avec Juninho, Ederson et Jean de Macoun, des Lyonnais retrouvés dans le jeu. On voit surtout que les défenses nantaises ils sont passifs quand même. Je veux dire, passe en retrait de la tête, on voit quand même au marquage, ils sont pas. Ça, c'est le symptôme des équipes qui vont mal. Oui. Bah oui, parce qu'on recule beaucoup, on a le trac, et puis on est beaucoup moins en confiance. Puis on voit surtout que Juninho, il a repris quand même le jeu à son compte. Ouais, le jeu à son tous les coups de pied arrêtés, quand même, il commence à recadrer. Lui qui est annoncé au Qatar pour la saison prochaine. Il est au départ un petit peu de tout cela. Et Jean de Macoun qui vient doubler la mise dans cette première période. 2-0. L'Olympique lyonnais, en tout cas, était parti en stage à Évian durant 5-6 jours. Il y a eu ces 10 jours de trou qui ont fait du bien aussi, se retrouver comme ça. Oui.